Bonjour, ici Vincent Guénette de la ferme Entre Ciel et Terre. Vous écoutez des podcasts agricoles du Québec avec Christian Dionne. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, je reçois un producteur maraîcher biologique, parce que c'est la grosse mode, tout le monde invite un producteur maraîcher biologique dans leur podcast. Donc, moi, c'est mon premier, Vincent Guénette de Sainte-Anne-des-Plaines de la ferme Entre Ciel et Terre. Bonjour Vincent. Salut Christian, ça va bien? Ben oui. Et puis toi? Merveilleux. Good. Hey, écoute Vincent, je sais que t'es pas tellement vieux. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 34 ans. Ah, 34 ans, ok. Je te pensais plus jeune que ça. Je sais pas pourquoi. De l'année 1987. OK. Écoute, tu vas nous parler un peu de ton cheminement professionnel, tes études, d'où c'est que tu viens. J'imagine que tu viens de où est-ce que tu travailles aujourd'hui. Je viens de Sainte-Anne-des-Plaines, une ancienne capitale de la fraise. Bon, on a encore des gros producteurs de fraises. Sinon, un des plus gros au Canada. C'était une capitale, la fraise? Oui. Ah ouais, j'ignorais ça. Ah oui, je ne savais pas ça. Oui, Fraisebec à Sainte-Anne, c'est un très gros producteur de fraises. OK. Puis, nous, en tout cas, sur le rang à l'époque de mon grand-père, il y a eu le Festival des fraises à Sainte-Anne. Tout le monde était pratiquement producteur de fraises. C'était une terre, puis sinon, chaque terre cultivait des fraises, puis c'était commun. Puis, c'est ça. Moi, mon grand-père, il a acheté la terre de son oncle quand il s'est marié, comme c'était de coutume à l'époque. Ouais. Ça, il a perdu la vue dans les années 70. Il est obligé de vendre son troupeau laitier parce que s'occuper de son troupeau de vaches, en tout cas, il a perdu la vue considérablement. OK. Mais il s'est très bien recyclé ensuite. Puis il a fait des fraises, il a continué à faire des fraises. Il était capable de désherber, puis il a fait culture de grains. Puis ensuite, mon père est arrivé dans la relève des années 70-80, mais en dessous ça aussi, il y a eu l'expropriation de Mirabel. C'est arrivé jusqu'à chez nous. Fait que, mon grand-père a été exproprié de chez nous, mais on a pu conserver notre droit de rester chez nous. Pas contrairement comme les gens de Saint-Scolastique qui ont été vraiment évincés. Ah, il en avait exproprié grand en tabarnak quand ils ont fait Mirabel. C'était épouvantable. Ah, ça, c'est... C'était épouvantable. Oui. Je l'ai même pas connu. Moi, j'ai rien connu les histoires. Puis, écoute, les gens, je trouve, ils ont la mémoire courte. Calique. Fait que après ça, pour continuer, mon père a pu réacheter les droits. Je pense que c'est en 83 ou dans ces années-là. Il a racheté la terre. Fait que là, il était comme rendu 84-85. Il y a eu sa rétrocession de sa terre. Ouais, 84-85, c'est quand que les conservateurs de Brian Mulroney étaient rentrés au pouvoir. OK.
Il y a eu deux fois des sessions de terre, dans le fond, là. La première fois, quand Mulroney est arrivé au pouvoir, puis quand que Harper est arrivé au pouvoir, il a redonné des terres encore à ce moment-là. Parce que là, il n'y avait plus... Ben, il était en train de Mirabel, ça s'en allait plus à l'abandon que d'autres choses. Fait que ils ont remis des terres aux producteurs, je pense que cette fois-là. Ah oui, il y en avait encore grand en dedans des clôtures, comme on dit. Oui. Fait que, c'est ça. Nous autres, mon père a continué les fraises. Ça fait environ, là, moi, je suis rendu le troisième génération de producteurs de fraises. On fait, c'est sûr qu'on cultive pas grand tant que ça de fraises, mais on a de l'autocueillette depuis 40 ans minimum à la ferme. C'est quand même considérable. Belle tradition. Oui, c'est ça, c'est traditionnel. Là, les gens savent qu'à tous les années, tu peux venir cueillir tes fraises sans problème. Fait que, il a fait aussi du plus gros maraîcher. Il a fait des choux-fleurs, du melon pour des grossistes. Puis ensuite, il a arrêté ça. Maintenant, les grossistes, je pense que il y avait trop le gros bout du bâton. Puis fait que, on a tout fait une transition sur le foin. Fait que on a commencé à cultiver du foin. Pour le commercer. Puis, après ça, le restant de la terre, on cultivait nos fraises, puis le restant, c'était en foin. Ça a duré un bon 15 ans. Puis c'est là qu'en 2012, mon père a dit moi, je ne replanterai pas de fraises. Fait que là, il a dit ça à moi puis mes deux frères. OK. Fait que, il y a une petite concertation. Fait que moi puis mon jeune frère, on a fait c'est cool. Là, nous autres, on va continuer. Moi, je travaillais à l'époque dans la construction et rénovation de terrains de golf, puis de la pose de tourbe à grande surface. Fait que j'avais 18-19 ans à l'époque. Non, un peu plus que ça. Là, j'étais rendu peut-être à 24. Puis on travaillait à l'extérieur, on travaillait dans un terrain de golf loin. Puis l'hiver, on était arrêté. Fait que maintenant, je trouvais que ça me prenait un petit peu plus d'avancement. J'ai quand même une fibre entrepreneuriale. Puis on dirait que c'est quand qui nous a lancé ça que je me suis dit, let's go, c'est le temps. On a une terre à la maison, puis on pourrait travailler à la maison en place d'aller travailler ailleurs. Fait que je me suis dit, tant qu'à reprendre ça, je ferais pas les choses à moitié. Fait que je suis allé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un programme, le programme de la financière agricole. On avait une bourse de 50 000. Puis tout ce que ça prenait, c'était un diplôme, 3 ans de cégep. J'ai fait Caroline, c'est une bonne idée. J'ai 24 ans, j'ai encore le temps. Fait que 24 ans, je retournais à l'école. Moi, j'avais fini le secondaire, j'avais fait une session au cégep, puis j'avais vraiment pas aimé ça, dans quoi je m'étais embarqué. Fait que après ça, c'est là que je suis allé travailler dans le gazon. Mais là, retourner à l'école, pratiquement 6, 7, 8 ans plus tard, quasiment 10 ans après le secondaire, pas la même game. Ça doit pas être le fun, non? Ça doit être dur en tabarouette. Mais j'avais j'avais mon défi. Là. Je voulais le diplôme parce que je voulais la prime à l'établissement. Là, c'était comme c'était avec ça, je voyais le levier qui allait pouvoir me démarrer. Tu avais 50 000 bonnes raisons. Exactement. Wow. Jamais si bien dit. Fait que retourne à l'école, 2012, je m'inscris au cégep à Sainte-Thérèse, à côté de chez nous. Fait que j'avais la chance d'avoir un programme agricole à 20 minutes de chez nous. Puis ça me permettait d'aller à l'école puis de pouvoir appliquer tout de suite ce que je voyais à l'école sans terre. Puis c'était que à tous les semaines, je voyais des cours, on retournait à la maison, on apprenait des affaires, on appliquait ce qu'on voyait sur le terrain. Fait que moi et mon frère, on s'était planté à peu près un demi-hectare de fraises cette année-là, 2012.
2013, oui. Puis cette année-là, ben il y a eu une propagation d'un virus dans le fraisier. OK. Ça a été très gros. Puis en tout cas, il y en a qui ont perdu pas mal plus que moi. Mais moi, à ma première année, ça a été raide. Tu sais, on a mis nos économies, moi. Puis tu mets tout ton petit argent, tu passes tes fins de semaine à aller entretenir ton champ de fraises, puis asti, ça pousse pas, les plants meurent, ça va vraiment pas bien. Tu sais, on fait ce qu'on a à faire, puis là, tu sais, t'as le père qui passe en arrière, puis qui dit « Ouais, les gars, ça n'a pas l'air à bien aller. On irrigue, on entretient, on fait ce qu'on peut, qu'est-ce que tu veux? » Là, c'est plus tard que c'est arrivé que l'histoire est sortie que, OK, oui, OK, c'est pour ça que ça n'a pas poussé puis qu'il y a eu de la perte. Mais la grosseur qu'on avait, j'aurais pas crié fort pour l'indemnisation, là. Tu sais, c'est juste la perte de temps là, qui est vraiment chiant. Ouais. Surtout quand tu commences, tu sais, tu as investi ton argent puis ça vaut cher là, quand t'as rien. Fait que 2013, 2014, 2015, on est à l'école, on apprend les affaires, les pesticides, gestion des sols, la machinerie. Tu sais, on voit plein, vraiment, là, le cours, là, c'était des très, très bonnes bases. Tu sais, venant du milieu agricole, tu as comme une connaissance acquise, là, acquise innée. Parce que tu as vécu dedans. Tu sais de quoi je parle. Oui. Puis là, quand tu vois ces classes, un peu le pourquoi, puis toute la physique, la chimie en arrière des choses, là, tu comprends plus. Puis tu sais, c'était comme un mini-cours d'agronomie, mais très condensé, donné par, tu sais, les professeurs sont tous, c'est généralement tous des agronomes. Fait que tu sais, c'est bien ficelé, c'est bien expliqué. Fait que tu n'as pas besoin de faire tout le cours, mais tu peux aller chercher tous les outils à proximité. Puis, c'est bien, ça nous a donné des très, très bonnes bases. Fait que, on a continué nos fraises. Après ça, c'est à l'école que j'ai connu ma conjointe. Elle faisait le même cours que moi. Fait que, on était 9 dans notre cohorte. Puis, c'est arrivé comme ça. Elle a fait un stage chez nous, puis le plus bel été de notre vie. T'étais aux fraises, là. Exactement. C'était quoi? Puis c'était quoi le virus qui avait attaqué tes fraises? Oh, ça, crime. T'en Je vais souviens faire pas? les recherches, là. C'est plus un homme qui pourrait te dire. Il y a eu propagation d'un virus, je pense. Je m'embarquerai pas trop loin là-dedans. OK. Non, c'est correct. Il y en a qui ont perdu gros. Non, mais c'est sûr. Puis là, ça empêchait ton plant de pousser. Je veux dire, c'était pas quelque chose qui avait attaqué le fruit en tant que tel, là. Non, c'était l'année d'implantation. OK. Il y avait comme pas de pouvoir. Il était amorphe, là, puis il séchait quasiment, là. C'était à la fin de l'année, des fraises, ça fait des stolons pour se propager. Puis, écoute, ça faisait 2 stolons. Puis ça avait de la misère à faire de la racine, là. C'était pas écœurant. Donc, j'ai connu ma conjointe à l'école. Elle elle voulait se démarrer un projet, justement, d'agriculture de proximité puis de panier biologique. Fait qu'elle, c'était son projet à la fin du programme technique. On a un plan d'affaires à monter. OK. C'est un peu le projet d'intégration finale. Fait qu'elle, son projet, c'était monter une petite ferme pour faire 30 paniers biologiques. Je pense que c'était même pas bio. Fait que c'était 30 paniers, puis c'était son projet, puis elle démarrait. Fait que moi, je lui avais dit, je te prête un terrain. On a un coin, nous autres, on cultivera pas, fait que démarre là, puis je te fournis tout ce que tu as besoin, tu vas avoir ce que tu voudras.
on a la machinerie. Fait que, tu sais, on est quand même équipé rudimentairement, mais ça fait très bien la job. Fait qu'elle commence son projet, on finit l'école, on gradue. Fait qu'elle a fait son projet de 30 paniers. Elle démarre ça. Fait que moi, je continue mes fraises avec mon frère à l'époque. Puis, c'est là que moi, nous et mon frère, on s'est séparés de notre entreprise. Lui, il travaillait dans la construction, puis l'implication de l'agriculture, moi, ce que je voulais, où est-ce que je m'en allais, c'était un petit peu plus, puis lui, il pouvait pas aller là à cette époque-là. Fait que c'est là qu'on s'est séparés, puis j'ai offert à ma conjointe de dire, OK, ton projet de 30 paniers, ben j'aimerais ça qu'on le passe à 70, 100, peu importe, faut qu'on aille plus loin. Fait que elle était bien contente d'entendre ça. Elle demandait pas mieux, c'est sûr. Exactement. Fait que nous, à l'école, on avait fait beaucoup de voyages. On a vu des voyages agricoles. On est allé dans 5-6 régions, voir une dizaine d'entreprises. On a vu beaucoup de modèles durant nos 3 années d'école. Puis même par la suite, on a continué quand même à aller voir du modèle agricole différent. Puis ça nous a donné des idées, des façons de faire. OK, eux autres, ils utilisent telle technique, telle machinerie. Fait que ça te donne un peu d'idées parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Selon moi, là, parce que dans le bio, tu vas avoir les gens qui vont être pleinement manuels pour des raisons économiques, puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont être mécanisées pour des raisons pleinement économiques. Puis aussi, parce que tu n'as pas le goût de travailler, tu as le goût de vivre un peu plus vieux. Là, à un moment donné, si tu veux en vivre, il faut quand même produire beaucoup. Puis tout faire à la main, moi, j'y crois pas. Fait que j'ai dit, on va s'équiper d'une façon, on va se trouver une technique de travail pour sortir, tu sais, je veux faire du bio-intensif, mais de façon semi-mécanisée. Il y a des parties encore qu'on peut pas, surtout pour la récolte ou d'autres parties. Mais moi, je voulais vraiment là qu'on spécialise là pour être quand même bien mécanisé là, pour que ça aille bien. Tu veux pas passer ta journée avec une bêche, avec une gratte dans les mains pour enlever mauvaises herbes, là? Ouais, ben j'en fais beaucoup de binettes là. La pioche là, écoute, ben c'est l'extension de mes mains là. Les champs de fraises, là, ça se passe au cercleur, mais on fait beaucoup de cerclage à la main. Puis tes fraises, sont-tu dans un pays de plastique? Non, nous, les fraises, on cultive ça à ranaté, c'est-à-dire à l'ancienne, là, un plant même que je les plante aux 24 pouces, à vieille planteuse des années 60, que mon grand-père utilisait. Écoute, elle plante direct, puis elle plante bien, elle plante à bonne hauteur. Fait que, après ça, si j'ai fait un bon amendement de sol, puis mon sol est en santé, ça va pousser, puis à cette heure même, il recommande de planter plus serré, mais écoute, planter au 24, ça le fait encore super bien. Tu veux dire, sur le rang, chaque plant de fraises sont au 24 pouces? Ou c'est des rangs de 24 pouces? Oui, exactement. C'est des rangs de 24 pouces? Fait que sur le rang, sont 24 pouces, puis entre les rangs, c'est 50 quelques pouces. Ah, tabarouette, OK. Fait que, tu sais, c'est comme... imagine un bon rang de fraises en dessous d'un tracteur. Donc, puis chaque... OK. Fait que là-dessus. Mais les fraises, ça, je suis pas passé... dans les légumes, on est biologique, mais dans les fraises, j'ai décidé de pas embarquer dans le côté bio. C'est... écoute, c'est assez dur de sortir un beau produit. Il y a toutes les intempéries du monde qui veulent t'empêcher de faire des fraises. Fait que pourquoi je me mettrais juste le bâton
le petit plus pour que ce soit plus dur. Ouais, les fraises, ça prend pas grand-chose pour dire que ça se met à moisir dans le champ, là. Ah ouais, c'est incroyable, là. Il y a tout joue. Une pluie trop forte, après ça, la moisissure, tu sais, toute petite attaque est sujet à ce que la bébête elle rentre dans ta fraise. Ouais, c'est pas comme une courge où la couenne est épaisse, là. Il s'est protégé, ouais. Mais la fraise, c'est vraiment pas ça, là. Fraise, framboise, c'est pareil, là, dans le fond, là. Ouais, framboise, c'est encore pire, selon moi, là. Mais, fait que... OK, fait que t'es pas biologique partout, là. Non. Les fraises, je suis en conventionnel. Puis on l'explique aux gens, puis les gens sont... écoute, ils le voient, là... tu sais, même qu'en conventionnel, j'ai pas tout le temps des fraises magnifiques, là. Non, c'est pas de la magie, là. Non. Ils peuvent être différents aussi, là, ça arrive. Ouais, là, puis on l'explique, puis ils sont contents aussi. Le fait qu'on ait une proximité avec les gens, ils viennent faire de l'autocueillette. Fait c'est moi qui donne les paniers, puis c'est moi qui fais la facture. Fait que je m'assure qu'ils soient contents, qu'ils aient des belles fraises, puis qu'ils soient heureux. S'ils sont pas contents, on va essayer de régler ça, là. Mais tu sais, il n'y a pas de miracle non plus, là. C'est du vivant, là. Non, ben c'est ça. Mais là, si tu les expliques que tu mets pas des pesticides dans le but d'empoisonner les consommateurs, ils vont finir par comprendre, là. Je mets le strict minimum, là. Parce que aussi... c'est de l'agriculture raisonnée. Ça a un coût, là. C'est... des coups de fongicides, là, ça coûte cher, là. On n'en mettra pas à tous les semaines pour le fun. Ben non. Puis là, c'est de l'agriculture raisnée. Exact. Tu vas aller voir dans le champ. OK, c'est correct. On a notre club conseil qui font le dépistage. Puis quand l'alerte sonne, OK, let's go, on traite. Ou OK, est-ce que vraiment on traite ou on attend? Là, il va peut-être avoir une pluie. Puis tu sais, comme on dit, il y a tous les éléments dans la saison qui jouent contre nous. Fait que faut regarder toutes les éventualités. Une saison comme cette année, où ce qui a fait assez chaud, j'imagine que les fraises ils ont mûri comme avant le temps, si tu veux, là. Ça t'a-tu occasionné de la perte ou tu étais capable de se taper des affaires pour aller chercher à temps? Ou Ben, ça a été, on est été peut-être une semaine en avance, ça a été le fun. Nous, c'est parce qu'on fait de l'autocueillette. Okay. C'est une question de timing. Faut peut-être chercher le consommateur. Faut qu'il fasse beau, faut qu'il soit en vacances. Le temps de la Saint-Jean, ça, c'est le temps des fraises. Fait que là, si t'as pas de fraises la journée de la Saint-Jean, à sac, c'est rouge de monde dans le cours, mais pas dans le champ. Fait que le monde ne sont pas contents. Fait que, tu sais, c'est une question de timing. Fait que c'est sûr que plus t'en as de bonheur, plus tu t'en vas chercher la clientèle de bonheur. Tu veux qu'ils viennent chez vous. Wow. Parce que le voisin, lui, c'est sûr que il va avoir poussé pour en avoir un petit peu plus de bonheur. Fait que c'est le premier qui va vendre sa fraise. C'est tout le temps ça. Ouais, puis là, mais si tout le monde une bonne année. Ouais, ça a starté plus de bonheur. Puis c'est sûr qu'on est irrigué pas mal. J'ai parti à la pompe souvent. Ouais. Oui, puis... Ça, c'est sans compter... après ça, on a eu une période de sécheresse. Ensuite, on a eu un gel. Ben oui, c'est vrai, ce gel-là, parce que il faut dire aussi que on se connaît via Twitter. On se connaît via Twitter, puis je me souviens que tu avais mis des photos que tu avais faites comme des feux dans le champ. Écoute, j'ai essayé la technique des Français. Je me suis dit, si j'avais plus d'eau. Il y a eu du gel la première nuit. Fait que, une technique pour contrer le gel, on irrigue, on applique de l'eau. Fait que l'eau, ça crée une barrière physique entre la fleur puis l'air qui est gelé. Ça protège du gel ta fleur. Fait que on irrigue toute la nuit. Fait qu'on l'habitude la gelée commence vers on sait pas quand ça commence, puis d'habitude ça finit au lever du soleil, mais là ça a commencé à minuit et demi. Tard, le thermomètre était à -1. Fait que par la pompe, minuit et demi jusqu'à 6 heures du matin. Fait que ça fait un gros 5 heures et demie d'irrigation à plein boyau. J'avais 2 champs.
Mon champ de deuxième année de fraises, il était super beau. Il y avait de la fleur, c'était magnifique. Je m'en allais avoir une très belle saison. Fait que, là, on a passé à travers la nuit. Puis, on va se coucher, rendu 5-6 heures du matin. Fait que, on se lève à 8-9 heures parce qu'on est en plein dans le temps que ça brasse à la ferme. On est dans l'implantation de légumes puis d'entretien. C'est touché les fraises parce que ça brise un peu notre cédule de légumes. Ouais. Parle au voisin qui est aussi producteur et il me dit non, prépare-toi, la nuit prochaine aussi, il va geler. Fait que là, je dis non, t'es pas sérieux, je regarde vraiment la météo, puis ben oui, toi, c'est proche. Tu sais, il annonce 1-1, puis tu sais, c'est sur le point, là, t'es là, tu peux pas risquer. Fait que je monte au champ, je m'en vais voir le lac, comment que l'eau a remonté. Puis le lac était complètement sec. Ah, ça c'est a pas bon. remonté. Là, tu te dis, hey, à minuit, à soir, il n'y en aura pas ben d'eau là-dedans. Fait que, je sais pas, on fait dans le champ on appelle de première année, on avait appliqué la paille pour les protéger du gel hivernal. Ouais, OK. Fait que, au printemps, on enlève la paille, le plant, il sort, les fleurs, puis tout. Fait qu'il y a de la belle paille fraîche à proximité. Fait que j'ai fait, let's go, on fait le truc des anciens, on reprend la paille, puis on remet ça sur les plants. OK. Fait que là, mon équipe me regarde. Oui, c'est sûr, aussi, let's go, on n'a pas le choix, puis on remet la paille est tout mouillée parce qu'on est irrigué pendant 6 heures la veille, fait que tu joues dans la boîte, c'est super le fun. On remet toute la paille, fait que là, je me suis dit, puis là, le champ de deuxième année, il y a de la fleur, c'est magnifique, le champ il est blanc, là, je me dis, il va y avoir de la fraise, ça serait la saison... ça serait la saison de ma vie, let's go. Fait que, pour le tout, je me dis crème. Les Français font ça pour le vigne. Puis tu sais, petit printemps, les Français ont eu vraiment de la misère avec le vigne, puis ont brûlé beaucoup d'affaires dans le vignoble. Fait que je me suis dit crème. J'ai du bois qui est sur le haut de ma terre. Fait que let's go. Remplis mon trailer normand, je pense 8-10 fois, je te fais des espèces de gros tapons. On corde ça, on fait des gros des enterrements de vikings, comme on pourrait appeler. Fait que, on attend que je les pogne. Puis ça, c'était la nuit de ma fête. Fait que, ce soir-là, c'était ma fête. Là, j'avais de quoi célébrer. Fait qu'on était sur le gun. Fait on regardait le thermomètre, savoir quand est-ce qu'il allait geler. Fait que, il y avait un champ qui était protégé par la paille d'une certaine façon. Puis après ça, on va voir. Fait un moment donné, il se met à geler, on allume les feux. Puis tu sais, c'était le genre de nuit là que un silence, calme plat. Là. Il n'y avait pas une goutte de vent. Les feux, ils étaient comme à 15-20 pieds dans les airs, puis ils bougeaient même pas. Ils étaient droit. Là. C'était magnifique. Une très belle nuit, malgré tout. Fait que le lendemain matin, ça n'avait pas tant marché que ça, mais au moins l'effort était là. Fait que, pour continuer ta question, on a eu de la belle fraise malgré tout. On a irrigué parce qu'après ça, il a fait sécheresse là. Il n'y a pas plu là du mois de juin là. Non, il a fait chaud, puis c'est vrai, il n'a pas mouillé au mois de juin. 0. Il n'y a pas plu de l'été là. Ouais, au mois de juillet, il avait mouillé un peu. Je ne sais pas chez vous. Moi, ici, c'était au mois de juillet. Au mois d'août, c'était 0 plus une barre. 0. Au mois de juillet, on va avoir 2 coups de pluie, je pense. Ouais. Puis, dans tes fraises, là, c'est-tu des fraises qui sont toutes de variété hâtive ou tu as des fraises aussi, des fraises d'automne qu'ils appellent? Non, moi, je prends juste la fraise d'été. OK. Je prends pas de la fraise à jour neutre qui font la floraison continue. Puis, moi, j'ai comme juste une période. C'est ça, c'est mon mode de mise en marché. OK. Je fais de l'autocueillette. Fait que les gens savent que de l'autocueillette, c'est de telle date à telle date. Fait que si je fais de la fraise en dehors de telle date, c'est moi qui ai pris pour vendre le produit qui périt le plus rapidement, puis il n'y a rien de plus plate qu'une fraise qui n'est pas belle à vendre et à acheter. Ouais.
Ça arrive des fois, tu achètes des fraises à l'épicerie, tu regardes le pot, OK, ouais, tout a de l'air beau, puis le lendemain, tu rouvres ça. Mais là, on est surtout moisi. Ah, tabarnak, qui était belle. Ouais, ou bien ton frigidaire est bien plein, tu as 3 palettes de fraises, puis ouais, c'est ça. Tu es obligé de les laisser aller pour pas cher. Puis tu sais, tu travailles fort pour ça. Fait que je dis, gars, moi, je me dis, on fait une période de fraises, après ça, c'est fini, c'est le temps des fraises, puis tu sais, chaque bonne chose a sa place dans la saison. Fait que ceux qui veulent étirer ça avec la fraise, tant mieux pour eux autres. Moi, je fais une partie, puis après ça, ben, on clenche dans les légumes. Là, les légumes arrivent, puis là, ça déboule. Fait que c'est une bonne affaire. Donc, dans le fond, en fruits, tu fais juste de la fraise, puis le restant, c'est de balance, c'est tout des légumes. Oui, fraise, ben, on fait de la cerise de terre. OK. Tu peux rentrer dans les fruits. Oui, ben j'ai vu ça. Je suis abonné à ta page là, Entre ciel et terre sur Facebook, là, puis j'avais cru voir ça, que tu avais des cerises de terre. Oui. J'aime bien ça. Puis moi, tout, j'ai découvert ça. Quand j'étais jeune, je tripais pas trop. Puis là, ben, tu sais, les goûts, ça se développe. Ah oui, ben oui. Puis dans les légumes, vous en faites combien? Combien de variétés en tout? Parce que je regarde ça, là, puis il y a du stock à la table, là, puis pas à peu près, là. Oui, on a 40 légumes au courant de la saison avec quasiment 80 variétés. Fait que, tu sais, dans la section des tomates, ben on va avoir 5-6 sortes de tomates certains. OK. Ensuite, des cocombes, on va avoir 2-3 sortes de cocombes. Il y en a un qui va être plus hâtif, puis les autres vont arriver plus tard. Fait qu'ils viennent tout le temps en renfort. On se fait comme une plage en début de saison. Fait que c'est notre calendrier de culture. Puis tout s'agence pour que on ait du stock en continu. Ben, mettons comme tes tomates, t'en as 5 variétés. Fait que j'imagine qu'ils mûrissent pas toutes en même temps. Fait que ça te permet d'échelonner justement tes tomates sur plus long. Oui, on les échelonne parce que là, depuis toujours, depuis que j'ai commencé, on cultive rien qu'en plein champ. Je n'avais pas de serre, là, on est en train de commencer la construction de la serre. OK. J'ai jamais cultivé en dessous d'une serre, pas de tunnel. Fait que, tu sais, c'est plein champ. Fait que c'est pas la même game que cultiver sous tunnel ou 2 tunnels de tomates, là, c'est sûr que ça sort de la tomate en maudit. Mais nous, on cultive très loin sur la terre. Mon plan d'eau, il est à peu près quasiment 0,8 km de mes bâtiments de ferme. Ouais, j'avais cru voir ça sur... je suis allé zioter sur Google Maps, puis j'ai vu ça... tes champs de légumes sont loin du chemin, puis juste au ras le bois, il y a un petit bois, je pense, en arrière. Exactement. C'est sur le bord du bois que tout se passe, puis c'est loin. Puis pourquoi? C'est là qu'est mon plan d'eau. J'ai une source d'eau qui sort du bois. OK. Puis ils ont creusé un lac à l'époque. Puis là, ça se remplit tout le temps. Puis nous autres, c'est on irrigue à l'eau de source. Puis, on connaît qu'est-ce que je voulais dire. Le type de terre dans ce coin-là, est-ce qu'il est différent de proche des bâtiments, par exemple? Ouais, ben, du début de ma terre, mettons, du bord du chemin, c'est de l'argile Sainte-Rosalie à aller jusqu'à l'orée du bois. OK. Sur le bord du bois, en montant, c'est parce qu'il y a comme 2 niveaux de côte pour monter au bois. Puis, il va comme... Mon grand-père appelait ça les écrins. Fait que là, dans les écrins, il y a un peu de terre noire dans ce coin. OK. Mais sinon, généralement, la terre, à 90% de la terre cultivable est en grosse Sainte-Rosalie. Après ça, sur le bord du bois, tu vas avoir un peu... plus qu'on monte, plus ça devient sablonneux. Puis là, en haut, sur le plateau, ben là, c'est du gros sable, de la belle plage. OK. Mais est très organique. Fait que c'est parfait pour la production de légumes. On s'entend que faire des légumes dans l'argile Sainte-Rosalie, là. Ben, je peux pas tout faire. Ça va super bien. Okay. Il y a des trucs que ça m'apporte. J'aime bien mieux dans l'argile. C'est plus facile, je trouve, cultiver dans l'argile que dans d'autres choses, même si elle a un facteur de difficulté plus grand que d'autres sortes de terre.
Parce que si tu viens pour cercler à mitaine dans terre forte, tu arrives en été quand c'est bien dur. Ça doit être mais à cercler. Les jeunes, ils se font des bons poignets. Ouais. Puis, il y a d'autres trucs aussi pour renforcer les poignets, mais en tout cas, on parle pas de ça ici. non, c'est sûr que c'est raide, là, mais on amende dans les fraises. On a toujours fait des bonnes rotations, puis on ajoute à chaque année dans nos cultures de fraises, je ne sais pas comment de tonnes de paille. Fait que, la terre est très organique. Là. Il y a de la Sainte-Rosalie, mais tu ferais crème, c'est de la belle Sainte-Rosalie, ça. OK. Puis un champ de fraises, tu le laisses en fraise combien d'années de suite? Il y a une implantation d'1 an. On implante au mois de mai. Ensuite, à l'automne, on paille. Puis au printemps, là, tu vas être ta première année de production. OK. Fait que là, la première année, tu récoltes rien, là. Non, du tout pas. Même tu coupes les fleurs. OK. Puis après ça reste en fraise. C'est vivace, on s'entend une fraise, là? Oui. Ben, tu peux faire 3 années de production, certains. OK. Puis après ça, c'est tout le temps ton combat contre les mauvaises herbes, là. Étant donné que c'est vivace, il y a certaines graminées qui s'implantent. Puis des fois, tu es mieux de détruire puis de recommencer au bout de 2-3 ans maximum. Puis est-ce que tu replantes des fraises dans le même champ ou tu fais une rotation de tes cultures un peu? Tout le temps de rotation. Je reviens jamais avant. En tout cas, moi, pour ma vie d'agriculteur, je suis pas encore revenu sur ma première plantation. Là. Mais on a de la place en masse pour faire nos rotations. Ah, OK. C'est ça. Oui, j'essaie de trouver le fil de ta dernière question. Non, je t'ai rendu dans tes rotations de culture là, avec les fraises, surtout. Ouais. Là. Oui, ben là, moi, je me suis... on a certifié environ 6 hectares. Fait que moi, les parcelles sur le sable en haut, je les ai mis biologiques. Ensuite, il y a 4 autres parcelles que là... Dans le fond, j'ai 6 parcelles biologiques, puis je vais faire mes rotations là-dedans. Puis après ça, le restant de la terre, en location, puis je vais tourner avec mes champs de fraises là-dedans. Fait que, ouais, c'est vrai. Cette année-là, je vais prendre une petite partie. Puis... Si tes fraises sont conventionnelles, tu peux pas les mettre dans un champ de biologique parce que là, tu vas avoir une autre transition de 2 ans à refaire par après. Là. Non, même que tu fais pas ce move-là. Non, c'est sûr. Fait que toutes mes plantations de fraises vont toutes être à 20 mètres du champ bio le plus près. 60 pieds, OK. Ouais. Mais la zone tampon. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Fait que la zone tampon, dans le fond, qu'on appelle. Exactement. Good. À ça, dans tes légumes, bon, là, tu me parlais que tu fais des tomates, tu fais de l'ail aussi, parce que là, sur Twitter, on voit souvent passer des photos là, de ton ail qui sèche dans un silo à grains. Ouais. T'as récupéré un silo à grains dans le fond, puis tu t'en sers pour le sécher ton ail, je pense. C'est un peu ça. Exactement, c'est ça. Au début, quand on a commencé, on avait acheté un petit, je pense, 20-30 livres d'ail, puis on a planté ça, puis on l'a reproduit. Puis avec les bonnes méthodes culturelles, on a fait quand même une bonne génétique, puis on l'a gardé 5-6 ans, puis on fait du beau stock. Puis là, on commençait à en sortir pas mal, puis là, je faisais sécher ça sur le grenier de l'étable, puis là, ça commençait à faire pas mal de couettes. Puis là, on avait 2 silos à grains, puis mon père, en même temps, il faisait du grain. Oui. Mais depuis ce temps-là, il y avait du vieux soya qui traînait dedans, puis c'était pas bien propre. Fait que, dit, let's go, pogne la shop vac, on vide tout ça, on fait le ménage, passe le balai. On a mis des ferrangues à 5 places dans le rond du silo. On a passé des câbles à 3 étages avec des œillets. Fait que ça me fait comme 3 étages pour suspendre
des paquets d'ail. On fait des paquets de 10 têtes d'ail. On accroche ça. Puis, dans le silo, ben, il en rentre pas mal. On fait sécher ça là-dedans. Ça nous permet à soit vraiment à l'abri des intempéries parce que faut qu'elle sèche le plus rapidement possible. Fait que, on fait partir le blower, puis je mets un déshumidificateur dans la place, puis il sort de l'eau en maudit les premières semaines. Okay. Étant donné que c'est d'un silo, ben, le soleil tape dessus, là, ça chauffe, puis elle fait vraiment une bonne maturation, là, puis elle sèche convenablement. Ben oui, c'est sûr. Ah oui. Ben, on s'en sert pour sécher du grain. Fait que, en plus, il n'y a pas trop de restrictions. Fait que c'est de l'ail. Puis c'est suspendu dans les airs. Fait qu'il y a de l'air en masse qui voyage autour. Ah oui, ça va. Il y a de l'air. Là. Quand tu pars la fan en haut, là, ça sent l'ail en maudit. Puis tu produis. C'est calculé comment? Quand tu vends tes légumes, c'est tout à livre, au kilo? Ça dépend du légume. Okay. Ça dépend. Écoute, ça, c'est la partie de ma conjointe. Elle, en hiver, elle magasine. Fait qu'elle regarde, là, elle se fait un fichier Excel, puis là, elle magasine chez IGA, Sobeys, Costco, toutes les places, puis elle rassemble les prix. Puis là, elle se fait un fichier Excel, puis là, on fait, bon, ben d'après moi, là, cette braquette de prix-là, on est dedans, puis on va être gagnant. Fait que là, il y a des affaires, c'est au gramme, on pèse, on fait des barquettes. Tu sais, c'est aussi de la façon qu'on le donne aux consommateurs. Parce que, tu sais, faut que ce soit facile. Moi, j'aime quand je vais à quelque part, en tant que consommateur, j'aime que ce soit facile. J'aime pas me faire chier. Oh yes, on peut le dire. Ben oui, oui. J'aime pas me faire chier. Puis, tu sais, j'aime que ce soit convivial puis tout. Fait que j'essaie d'adapter la façon qu'on donne nos produits pour comme je l'aimerais. Fait que, tu sais, si c'est plus facile de faire des petites barquettes de ça, ben, OK, ça y en rentre temps. Puis, en tant que consommateur, ça, ben, comme c'est ça, pour une semaine. Fait que, tu le pèses, puis on calcule nos affaires de même. Surtout, c'est parce que en plus, il faut monter un panier. Parce que là, on a 150 familles trois formats différents. OK. Fait que t'as le format pour 1 à 2 personnes, t'as le format 2 à 4, puis t'as le format familial. Fait que là, après ça, il faut que tu joues avec, OK, bon, ben, ça, c'est peut-être trop pour 2 personnes, puis, OK, on peut pas donner un chou gros de même, là, de m'amener, ou ben, tu peux pas... fait qu'il faut qu'on fasse des choix, puis on fait des grosses fichiers Excel avec des prix, puis... Parce que l'abonnement, dans le fond, au panier, ça coûte X par semaine? Oui, ben on le répartit sur X par semaine. OK. Ça te donne un average. Parce que on s'entend qu'en début de saison, moi, c'est sûr qu'on compense avec des fraises. C'est un bon rapport qualité-prix. Ça augmente le prix du panier. Maintenant, en début de saison, c'est des petits oignons, des petites salades. Tu sais, c'est de la feuille verte, là, parce que, tu sais, fin juin, début juillet, tu sais, t'as pas encore du gros légume de sortie, là, si t'as pas surtout en plein champ, là, comme nous. Ouais. C'était en serre. Des fois, les paniers sont un peu plus petits au début, mais après ça, quand ça décolle en saison, ben là, crème, une fois les gens, ils savent plus où mettre, là, le légume. Puis, d'une semaine à l'autre, ceux qui sont abonnés au panier bio, j'imagine que vous avez à la liste, bon, telle famille. La semaine passée, ils ont eu ça. Cette semaine, on va lui mettre d'autres choses. Tu varies, tu ne donnes pas tout le temps la même affaire à tous les semaines. Là. Non. Oui, ça, c'est sûr. Parce que c'est quelque chose pareil. Quand tu on fait de la rotation. Il y a des légumes qui reviennent tant de fois dans la saison. Il y en a qui viennent 1 fois dans la saison. Il y en a qui vont venir 4 fois dans la saison. Fait que, tu sais, dans notre calendrier, là, OK. Notre calendrier de culture est vraiment en fonction de ce qu'on récolte. Fait que, si on donne 4 fois des oignons verts, ben, tu sais, on le sait que dans un panier, on a tant de familles d'inscrits, on veut faire tant de marchés publics,
Ensuite, on va avoir tel événement à faire. Fait qu'il faut sortir dans cette semaine-là à peu près tant d'oignons verts. Fait qu'on se met comme un facteur de perte, puis on se met tout le temps un petit facteur là, qu'on appelle. Oui. Fait qu'on en met un petit peu plus. Fait qu'on set up vraiment nos productions en fonction de ce qu'on va récolter. C'est pas on plante un champ complet, on récolte, puis après ça, on vend. Tu sais, c'est fait c'est plus piqué que ça. Ouais. Faut que tu planifies tes ventes, puis faire ta mise en marché, puis... Ouais. Puis j'imagine que tes semis... On n'est pas équipé pour contenir non plus. C'est rien qu'une chambre froide grosse comme pour le moment, grosse comme un cabanon. Fait que, tu sais, si je récolte, on va dire 1000 choux, je sais plus où les mettre. Quand je récolte des grosses récoltes, une année, là, on sait plus où les mettre. Fait que, tu sais, il faut vraiment setuper nos récoltes en fonction de ce que les gens vont manger pour minimiser autant les pertes que ce qui va se retrouver au compost, parce que on récolte tout un petit peu plus. Le facteur de perte, il y a des affaires qui ne lèvent pas. Puis... Ouais. Puis, est-ce que tu varies tes semis en fonction de ton calendrier d'activité dans l'année? Mettons, comme tes oignons rouges, là, je sais pas, tes oignons verts, tu vas en semer une série, puis 2 semaines plus tard, tu vas en ressemer d'autres pour les varier à récolte, ou ça marche pas de même? Oui, il y a des... les oignons, c'est un peu moins pire. On va garder 1 ou 2 variétés. Celles que vraiment, on a des... Parce que je joue pas trop ces variétés. OK. Il y a un truc que mon agronome me dit les 5 premières années, là, essaye-en des variétés, là, mais en cercle en rouge, là, vraiment, ce qui a bien sorti, puis mets-la en priorité pour l'année d'après. Puis l'année d'après, c'est ta priorité, puis essaye peut-être un autre. Mais vraiment, là, bâtir, c'est quoi qui sort bien chez vous. Ouais. Parce que dans un cahier de semences, peut-être qu'en grande culture, c'est moins frappant, mais en petite surface, des fois, là, une zone 3 à telle place ou à Oka ou à une autre place, c'est vraiment différent. Fait il m'a dit, sors vraiment les variétés qui sortent bien. Fait que là, on est pas mal là-dedans. Depuis 5 à 7 ans, là, nos tomates, je pense qu'ils ont moins en moins de pourriture apicale parce que là, on a trouvé la variété crème qui sort bien chez nous, puis c'est le fun, là. Pas trop maladif ça non plus. Bien. Puis une variété qui est résistante aux maladies aussi ou quoi que ce soit? Toujours. Oui, ça, c'est dans le bio, là, c'est la base. Parce qu'il faut que tu te dises que tu te bats contre tout le monde. Ouais. Fait que si tu veux vraiment sortir le produit final, c'est comme, tu sais, il faut survécu à tout, là. Le vent, le ci, le ça, la bébête, la maladie, la sécheresse. Tu sais, faut que tu ailles le meilleur. Ouais. Tu te bats, puis en même temps, t'es pas armé. Oh non, pas tout. C'est à peu près ça, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Dans le bio, là, tout ce qu'on a comme arme, là, c'est deux petits biopesticides puis des filets. OK. Puis des techniques avec des périodes de semis. Il faut que tu joues tout le temps contre à l'inverse. Faut que tu penses 2 coups à l'avant. C'est le fun, mais des fois, c'est contraignant. Ouais. C'est un autre défi aussi de biologique, là, on s'entend, là. Mais d'un autre côté, tu sais, tu fais comme un peu du bio-intensif, mais tu sais, en conventionnel, tu pourrais pas, à moins que ce serait de l'arrosage manuel, mettons, là, rang par rang, puis tu t'habilles avec une chienne blanche, puis un masque, puis go, on arrose, là, tu sais. Ce serait du taponnage pareil, là, c'est pas... C'est un petit pulvérisateur sur le 3 points, là. Un moyen de s'arranger, là, mais c'est parce... Écoute, tu sais, le moins que je touche souvent mon pulvérisateur, selon moi, c'est le mieux possible. Fait on est capable, avec certaines techniques, de sortir du très beau produit quand même. C'est juste que on apprend tous les années qu'il y a des affaires qui se font et qui se font pas. C'est un apprentissage continuel. Ouais, continuel. Puis il faut que tu notes
puis que, OK, ça, c'est pourquoi que c'est arrivé. Puis il y a des moments de l'année, puis il n'y a pas une maudite saison qui se ressemble. Non. Il n'y a aucune. Puis, j'ai jamais vu ça. 2 saisons identiques, là, j'ai jamais vu ça. Fait que maintenant, on aurait dû faire ça de telle manière. Ouais, il est trop tard. L'année prochaine, ça va être d'autres choses. C'est un autre défi. Exactement. Puis tu ne seras pas à la même place. Tu ne cultiveras pas ça à la même place. Tu vas le cultiver ailleurs. Parce qu'on est tout le temps en rotation. Puis, ouais, c'est génial. Moi, j'adore ça. Puis 150 paniers bio. Le monde, comment ça fonctionne quand tu vas avoir un panier? Tu vas sur ton site Internet puis tu t'abonnes ou... Oui, exactement. Okay. Là, on lance tout le temps l'invitation, surtout dans les réseaux sociaux. C'est notre gros côté à cette heure, là. J'aurais pas vu faire ça. Tout ça aurait marché à l'époque dans les journaux locaux, là, parce que le monde était vraiment local à l'époque. À cette heure, il faut peut-être les chercher d'une autre façon, mais ils sont quand même locaux. Ben là, c'est rendu la mode, là. Achat local. C'est cool. Il faut surfer là-dessus. Puis si le monde sont conscientisés que la pièce qu'ils donnent au monde sur le coin de la rue, ben c'est un enfant qui peut aller à l'école ou un enfant qui va consommer pour s'acheter un bâton de hockey proche. Puis tu sais, c'est l'économie locale, c'est rien de perdu. Oui. Puis ça fait penser. Il y a une page Facebook que je suis de la paroisse voisine. Puis là, ils mettaient des photos des années 80. De toutes les maisons. Fait que là, tu sais, ils mettent une photo, puis on essaie de retrouver qui est le propriétaire aujourd'hui, mettons. Puis là, il y a une affaire que j'ai remarqué dans les années 80, là. Tout le monde avait des jardins. Aujourd'hui, les jardins, c'est complètement disparu. Le monde, ça faisait du canage. Ça cannait, ça mangeait ce que ça produisait beaucoup. Mais c'était à la fin aussi de la période un peu hippie des années 70, là, le monde aussi. Après ça, c'est les supermarchés qui sont arrivés, puis c'était bien plus simple de même. Oui, puis il y a du choix au supermarché aussi, là. On peut pas dire qu'ils n'ont pas de choix, là. Ils ont du choix, puis ils ont de la qualité. Fait que... Ouais, fait que c'est ça. À ce temps, avec les réseaux sociaux, on va chercher le monde directement sur leur téléphone, au bout de leurs doigts. Fait une belle photo qu'ils aiment, ting, on a un événement proche, puis tu sais, faut qu'on joue la game des réseaux sociaux, puis quasiment à la limite des influenceurs. Oui, puis montrer des carottes qui sont toutes enlacées ensemble, là, le monde aime bien ça. Oui. C'est la classique, ça. Tout le monde aime ça. C'est Puis vous faites combien de marchés à travers ça? On va les chercher avec les réseaux sociaux. Puis après ça, on lui dit de passer sur notre page web. On a le formulaire, ils s'inscrivent. OK, oui. C'est ça. Nous autres, on vise vraiment la clientèle locale. Là, mettons, à 30 km maximum de la ferme. Parce que c'est ça, moi, je trouve que il devrait avoir une ferme plus proche de chez vous pour faire la même affaire. Ça, c'est selon moi. S'il n'y en a pas, c'est plate, mais c'est parce que maintenant, on perd du temps, tu t'égares à courir à une livraison. Là, tu sais, on commence à faire de la livraison puis à sortir un peu de la ferme. C'est toi qui vas les livrer en plus, tes paniers? Oui! Ah oui, okay. C'est pas eux autres qui se déplacent pour venir les chercher? Non. Oui, il y en a certains, là, les meilleurs, ils viennent à la ferme. OK. Après ça, c'est aussi les meilleurs, là, ceux qui vont d'un point de chute, c'est parce qu'ils habitent un peu plus loin, puis ils peuvent pas nécessairement passer à la ferme. Fait qu'on a des points de chute dans la région. Fait que on s'en va, je pense, le mercredi ou le vendredi avec notre camion. On ouvre les portes, puis les gens, de 4 à 6, disent « Bonjour, Nicole, bonjour ». Fait qu'on leur donne le panier de légumes, puis ils s'en retournent chez eux faire 2 emplettes. OK. Le panier est déjà payé, fait qu'il n'y a pas d'échange d'argent sur le site, j'imagine? Non. Pas en tout. Fait que, ils sont contents. Ils sont sortis les paniers à chaque semaine. Parlant des points de chute, me semble qu'il n'y a pas longtemps, tu t'étais pas fait avertir quelque chose de même que tu avais compté sur Twitter? Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps des gens d'économie locale, ils comprennent plus ou moins les pour et les contre. Puis des fois, t'as des mentalités qui sont des barrières qui sont à faire peut-être sauter ou... Alors mets-nous en contexte un petit peu pour le fun. C'était une place qu'on a un point de chute dans une épicerie fine. Pas tant une épicerie fine, plus une petite pâtisserie. OK. Ils nous ont rejoint pour faire un point de chute dans leur établissement. Puis ils vendent du café, puis c'est une place avec des produits de niche. Puis
il jugeait que avoir un point de chute, une ferme bio dans sa place, ce serait bon. Fait que nous, on attendait rien que ça que quelqu'un qui fasse, on a besoin d'un point de chute parce que dans l'intérieur de la MRC, on a comme 7 villes. Si je pouvais avoir un point de chute dans 7 des villes, ce serait merveilleux. T'sais, on rejoindrait tout le monde. Fait. Là, ça commence. Là, nous, on s'était dit, nous, à la ferme, la façon qu'on donne les paniers, on monte un chapiteau, on met des tables, puis on se monte un petit setup de marché. Fait que les gens, ils passent, puis là, ils font, bon, cette semaine, t'as une botte de carottes, t'as 2 salades, t'as une botte de radis, 2 zucchini, 3 ça. Fait qu'ils font comme ils font le petit marché, ils prennent ce qui est marqué ces petites affiches, puis après ça, ils nous envoient la main, puis à la semaine prochaine. Fait qu'on s'était dit, on va monter une petite tente, on va se faire un petit setup, pareil, tu sais, au moins les gens, ils vont trouver ça cute puis convivial. Mais le voisin, qui est une épicerie 3 saisons, sans le nommer, parce qu'il permet l'hiver, c'est pour ça que c'est une épicerie 3 saisons, bien sûr. Lui, il a trouvé qu'on était un petit peu cavalier. Puis il a trouvé notre attitude un peu provocatrice. Là, mais tout le temps, m'amener le téléphone arabe, là, j'aimais pas ça, fait que je l'ai appelé, moi, le gérant de l'épicerie, pour savoir qu'est-ce que t'aimes pas de l'histoire. Tu sais, je veux savoir pourquoi tu dis au gars qui nous a demandé de faire un point de chute chez eux, pourquoi que t'es pas content. Et sacrifice, là, hey. On dirait qu'on venait de bouleverser une grosse affaire, là. Okay. Hey boy, OK. Ouais, tu sais, le gars, il a une business de 3 millions et plus de chiffre annuel, puis là, nous autres, à donner 10 paniers par semaine, là, on venait de... Ouh! Ça faisait mal. Hey boy, OK. Ouais, fait que c'est un peu... fait que là, j'ai parlé d'économie locale, puis tu sais, si lui, dans son épicerie, s'il achetait des produits locaux, puis tout, d'accord, il y a des mentalités qui... Surtout, si t'étais un de ses fournisseurs, je le comprendrais qu'il soit un peu... Mais tu sais, si t'es pas son fournisseur pantoute, mais là, tu vas m'emmener, reviens-en, là, tu sais. Si t'es venu au moins voir mes produits puis dire « Hey, ça, c'est beau, ça, j'en veux 4 boîtes. » Ça, wow, es-tu capable de m'en produire plus? Ou, tu sais, c'est une épicerie, Colin, je suis producteur agricole, 1+2. Ben c'est pas ça, c'est ma fibre entrepreneuriale, puis c'est pas tout le monde qui pense pareil, c'est correct. Parce que le pire, c'est que tes paniers bio, tu vas les donner pareil. Le monde sont abonnés pareil. Fait que tu vas rien que le faire ailleurs. Lui, il gagnera pas plus de clients, même si t'es plus en avant de chez eux, là. Ben, il y en a perdu, parce que il y en a de mes partenaires de panier qui trouvaient ça merveilleux. Ils allaient chercher leurs légumes, puis après ça, ils allaient compléter leur épicerie dans son établissement. Ouais. Fait qu'ils faisaient les ventes complémentaires. Puis ça, je lui ai expliqué, puis ça marchait pas. Et c'est bon là qui était bouché de la tête et du cul, puis c'est vrai. Ah, ben, gars, quand il y a plusieurs personnes dans l'entreprise, c'est pas tout le temps le porte-parole qui tient le gros bout. Non, ouais, c'est ça. Tabarouette. Puis à part de ça, hey, c'est quoi les autres légumes que tu produis? On parlait des tomates, on a parlé de l'ail. Les cucurbitacées, fait que ça part des courges, des pâtissons, 3-4 sortes de courgettes, la cerise de terre qui est aussi dans la famille des tomates, là, mais du radis, de la rabiole, des patates, ça j'ai trippé, ça c'est comme avec le maïs, j'ai découvert le maïs et les patates dernièrement. Puis Colin, c'est le fun comme culture. Ça a parti quand un producteur de voisins, nous autres, ils faisaient peut-être 2-3 arpents de légumes, puis ils vendaient direct chez Jean Talon. Puis ça a duré pendant des années, mais tu sais, c'est très low profile, puis ils fournissaient de même. Puis là, une année, ils ont arrêté, ils ont vendu à terre, puis il y avait un vieil arrache-patate. Là, moi, quand je l'ai vu sur le bord de la rue, j'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, oh, ça me prend ça.
Et là, ça a été game changer parce que mes petits rangs de patates que je faisais, là, on les arrachait à la main, puis blablabla. Là, je me suis dit, crème, mécaniser ça, là, on va pouvoir en faire pour la peine. Puis, écoute, l'équipement, c'est tout rouillé, ça date des années 50. C'est sûr que c'est pas des roues en fer. Les roues, je pense que c'était des roues en fer puis qu'ils ont mis des roues de rubber dessus. Ça a été travaillé, soudé, mais douette la machine, là, puis elle travaille bien. Fait que ça me permet de sortir la patate en masse, puis c'est le fun à cultiver, puis à sortir, je trouve, toutes les étapes de la culture, là, puis un peu moins de bébites à patate, là, j'en prendrais, mais c'est le fun. Fait qu'après ça, ouais, on sort du maïs, puis comme légumes, ouais, comme je te dis, on a 40 légumes avec 80 variétés, fait que j'en passe des fives, 3 ou 4 couleurs. OK. On a un bon variété. Fait que le monde a des paniers vraiment variés au courant de la saison, ceux qui sont abonnés à tes services, là. Oh, oui. Ah, mais c'est pas mal le fun, ça. Moi, des paniers dans le coin, je sais pas si il y en a. Je crois qu'il y en a un à Nicolette qui en offre peut-être, là, des paniers, là. Mais regarde sur les fermiers de famille, le réseau des fermiers de famille. Là, on est rentré cette année, ou ça va être pour l'année prochaine, là, mais là, on va être dans le réseau des fermiers de famille. Fait que ça, c'est vraiment la place qu'ils vont trouver le fermier de famille le plus proche de chez toi. OK. Fait que, ils vont te dire, hey, à l'entour de chez vous, tu as 3 fermes. Fait que c'est le lien direct. Fait que toutes les petites fermes, là, ça a l'air que c'est la place. Puis vraiment, ils font une sélection de leurs membres, là, si on peut appeler ça de même, là. Parce qu'à l'époque, ils prenaient at large, puis ils ont eu ça avait comme terni un peu l'image du réseau des fermiers de famille, parce que là, il y en a qui avaient pris X nombre de paniers, puis là, ils s'étaient partis en peur, puis tu sais, le rêve vert, puis whatever, là. Pas tout le monde qui est agriculteur dans... Ouais. Il y en a qui ont dû être abonnés à un service, puis ils ont eu rien que le quart de leur panier, mettons. Ouais, exactement. Fait que, à cette heure-là, ils font vraiment une sélection de leurs membres, puis écoute, le questionnaire j'ai rempli, là, c'était... il me demandait c'était quasiment ce que ma certification bio me demandait, là, la couleur des shorts, puis tout. Puis t'es inspecté combien de fois par année pour le biologique? Ouais, on a un audit la semaine prochaine. OK. Mais il passe une fois dans l'année, 2-3 fois? Une fois, un audit. OK, parce que comme nous autres, dans le sirop d'érable, là, ils viennent une fois durant la saison. C'est ça. Ils valident les papiers, les chiffres, tes achats, tes ventes, ils font le circuit, puis ils disent bonne journée, puis ils t'envoient la facture. OK. Ah, nous autres, ils viennent voir, mettons, la profondeur de l'entaille, ils font un tour de la cabane, ils font le tour des stations de pompage, ils vérifient, voir si on n'a pas encore du brasse, par exemple. Après ça, il faut qu'ils vérifient de la paperasse aussi. Exactement. Parce que, tu sais, dans le sirop d'érable, on va dire bien honnêtement, entre le non-bio puis le bio, la grosse différence, c'est le lavage des pannes qu'on est obligé de faire à mitaine sans produits chimiques, puis la paperasse. Le restant, là, c'est pas mal tout pareil, il n'y a rien qui a changé. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas comme dans le grain. Le grain va se vendre peut-être quasiment 2 fois plus cher en bio qu'en conventionnel. J'exagère peut-être, là, mais c'est pas loin de ça. Mais t'as pas mal plus d'ouvrages, par exemple, qui vient avec ça, là. Bon, c'est ton équipement puis tes techniques culturelles. Moi, je dis que il n'y a pas de secret. Non, mais tu sais, moi, il faudrait... pour bien faire en biologique, il faut labourer. Puis s'il y a quelque chose que je suis plus capable de faire, c'est labourer. Ça dépend du sol. Ah, ben, j'étais en grosse terre forte, là. J'aime mieux faire du semi-direct, ça réussit bien. C'est sûr que ça l'aide. Fait que, non, j'étais en semi-direct, puis ça va bien. Puis, de toute manière, j'ai pas d'employé, je travaille en équipe de 1. Fait que ça me permet de sauver bien des passages aussi, là. Oui,
c'est beau pour ça. Ça, là, semi-direct, c'est vraiment une bonne affaire. Les gens, ils vont bien chialer comme qu'ils veulent sur le Roundup, là, mais c'est une bien meilleure technique là, que passer le diesel en grandeur de la terre comme qu'ils faisaient dans le temps. Ben, y a pas, de un, t'élimines une grosse partie de l'érosion. Oui. C'est pas 99% quasiment. Fait que c'est l'érosion le pire, là. Fait que en éliminant ça, t'as pas du max ça va dans la décharge. Fait que t'as beaucoup moins de pollution. Puis là, quand tu mets une coche de plus en intégrant des engrais verts là-dedans, c'est encore mieux. Comme toi, c'est vrai, je pense à ça dans ton cas. Une fois que, mettons, tes oignons sont sortis, ouais. Est-ce que tu vas semer un engrais vert pour remplacer le sol en attendant? Pour pas le laisser pousser en mauvaise herbe, c'est sûr? Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce qui est à côté. Ça dépend quand est-ce que ce qui est à côté va se faire récolter. Tu veux pas l'avoir dans les des jambes fois, on cueille, on récolte tant de mètres sur une planche. Maintenant, on la récolte pas au complet. Fait qu'on se garde tant de mètres d'oignons. Mais tu sais, la planche n'est pas finie. Fait que puis peut-être qu'on va récolter ces oignons-là dans 3 semaines ou quand. Parce que des fois, on prend des oignons verts, puis après ça, il y a l'autre batch d'oignons quand ils sont séchés. OK. Fait que tu sais, on en sort un peu au début, mais la planche n'est pas finie. Fait que, ouais, des fois, la mauvaise herbe, elle pogne dans ce que tu as récolté. Puis, tu sais, je peux pas le détruire parce que là, je rentrerai pas dans le champ rien que pour faire un passage de roto sur la bande que j'ai récoltée. Fait que, tu sais, des fois, il y a des petits bouts qui partent en fardoche, là. Puis, j'attends que j'aille une plus grande partie pour faire, OK, le score est là. Bon, ben, l'année prochaine, c'est là qu'on met. Fait que là, je fais le choix. Soit que je sème tout de suite un engrais vert ou soit que est-ce qu'il va y avoir une application de fumier cet automne puis qu'on laboure ou bien ça dépend de la cédule de rotation. Puis à l'automne, tu mets quoi? Souvent un fumier de vache à grandeur avant de labourer? Parce que non, ça dépend vraiment de mes parcelles. Qu'est-ce que je vais cultiver? Parce que je cultive comme 3 façons différentes. Je vais avoir sous pays plastique. Oui. Après ça, je vais avoir en pleine terre. Puis ton pays de plastique, c'est un plastique permanent ou biodégradable? Il est pas biodégradable parce que la certification bio ne certifie pas le plastique biodégradable. OK. Ça, je le dis en riant, là. Mais on a le droit d'utiliser du plastique qui va durer un peu plus longtemps dans l'air. Oui, du permanent, là. Qui va rester intact. Oui, qui va rester intact et qu'on va mettre à l'enfouissement. OK. Il y a des trucs que des fois. Ouais, on comprend pas, là. Des mal nécessaires, comme on dit. Ouais, c'est ça. Fait qu'on essaie de faire des choix. Là, on essaye cette année un pays qui est plus permanent, qu'on peut enlever puis réinstaller l'année d'après. Fait que là, je fais une espèce de projet pilote, savoir si dans notre type de sol, si ça travaille bien. Parce que dans l'argile installée, puis si tu as une baisseur, puis que là, tu as de l'eau qui s'accumule là toute l'année, maudit que tu scrapes des fois ton sol pour une couple d'années après. Fait que des fois, ça me dérange pas de faire une butte de plastique que elle, je sais que il n'y aurait pas d'accumulation d'eau. Dans mes allées, ça se draine bien, puis avec notre couvert végétal, ça boit de l'eau en masse. On essaie tout le temps de garder notre sol couvert, autant, c'est sûr, soit je le garde vraiment couvert ou qu'on le cercle. C'est en culture cerclée. Ouais. Fait que, tu sais, mes rotations, puis mes applications d'automne, tu sais, je mets pas du fumier à grandeur. Fait que je choisis ma place, c'est OK, mais mon ail, je la privilégie toujours pour mettre une batch de fumier parce que elle est demandante, puis j'aime ça avoir des très beaux rendements. Fait que j'y en donne. Puis ça, c'est une culture, tu sais, qu'on plante à l'automne. Fait que je mets mon fumier, on fait le travail de sol, après ça, on plante l'ail, puis tu sais, on est déjà rendu au mois de novembre. C'est planté à l'automne, parce que c'est des bulbes, là. J'imagine que tu plantes. C'est ça, c'est comme planter de la tulipe, là, comme ta mère qui plante des tulipes. Fait qu'on plante le champ
des grandes allées. Fait qu'on plante des bulbes là, aux 6 pouces. Ah ben, j'ai pas encore de semoir à ça. OK, il y a quelqu'un qui est assis à la semeuse puis qui dompe les bulbes une à une? Ben ça, il y en a, là. Il y a des beaux semoirs à ça, mais je suis pas encore assez riche. Là. OK. C'est vraiment là, l'équipement dans le maraîcher, c'est. Tu peux tout faire, mais c'est pas à portée de toutes les bourses. Non. Puis, t'es-tu pas mal le seul maraîcher dans ton coin? Ou il y en a plusieurs? Parce que s'il y a plusieurs producteurs de fraises, je sais pas s'ils font tous des légumes aussi. Non, il y a des. Maraîcher, c'est large, là. Il y a des gros cultivateurs de fraises puis de courges dans mon coin. Écoute, à Mirabel, t'as du monde qui font du chou. Après ça, dans la vallée d'Oka, t'as des gros maraîchers aussi dans ce coin-là. Végibec, c'est très, très gros. Mais moi, mettons, à Sainte-Anne-des-Plaines, là, de bon type d'agriculture, ouais, je suis le seul. Là, même dans notre en MRC, là, je suis pas mal de mon genre d'agriculture, je suis pas mal le seul. Ah, OK. Fait que l'achat d'une semeuse, mettons, à Aille en Cuma, ça arrivera pas parce que t'es tout seul, pas mal qui en fait. Là. Non, ils sont loin. Ça, c'est. Dans notre coin, les Cumas, c'est touché. C'est plate, là, mais tout le monde travaille quand même de son bord parce qu'il y a comme une distance. Tu sais, les gens qui font pareil sont loin. Fait que c'est. Ouais. Ça serait pas évident. Non, il faut vraiment que tu sois à proximité de ta Cuma. Ouais, ou que les producteurs soient proches. Tu sais, mettons, vous êtes 3-4 producteurs, même si la Cuma est plus loin, c'est pas grave, mais c'est la machine, il faut qu'elle soit proche des producteurs, là, dans le fond. Oui, exactement. C'est pas de faire voyager les machines là, de Oka à Berthierville, là, c'est pas le fun pour personne. Là. Tu ne sauves plus rien, tu passes ton temps dans les chemins. Exact. Ah, écoute, Vincent, on est rendu à quasiment 1h15 d'enregistrement. Donc, on va arrêter ça là. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien trippé à t'entendre parler. Écoute, l'histoire des paniers bio et tout ça, ça m'en a appris pas mal. Parfait, pas de problème. T'es lancé. On a tellement à dire sur l'agriculture, là, c'est tellement large que... Ben oui. On pourra faire une prise 2 une bonne année. N'importe quand. Ben oui, c'est bien sûr. Donc, Vincent, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast agricole du Québec. Puis, merci à toi pour l'invitation. Ça fait bien plaisir. Puis, pour ceux que ça y tente, allez voir la page Facebook de la ferme Entre Ciel et Terre. Vous avez qu'à taper ça dans la recherche, là, c'est bien facile. Il n'y a rien qu'une ferme qui s'appelle de même. Puis vous allez voir toutes les variétés de légumes que Vincent et sa conjointe produisent. C'est de toute beauté. De toute beauté. Un gros merci. Fait que, merci tout le monde. Merci d'avoir été jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Je ne suis pas payé pour faire ça, mais avoir juste plus de vues, ça, c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup. Donc, merci beaucoup. Bye bye.